Donc j'étais sur YouTube l'autre jour et je tombe sur cette vidéo d'Antoine BM qui dit « Je reviens sur l'affaire Lama Fâché 3 ans après ». Et ceux d'entre vous qui s'en souviennent, ceux d'entre vous qui suivaient soit Antoine BM, soit Marketing Mania en 2019, se souviennent de ce fameux drama Lama Fâché. Et Antoine en reparle, j'avais envie de me replonger dedans, de voir ce que lui il en a retenu, ce qu'il en avait à dire. Et peut-être vous parler de ce que moi j'en ai retenu et de ce qui m'est resté de ce combat de gladiateurs via YouTube interposé. Il y a 3 ans, j'ai été pris dans mon premier YouTube drama. Du jour au lendemain, je me suis réveillé avec des centaines de personnes qui m'attaquaient, qui m'accusaient et qui me menaçaient. Ça, c'est un peu, je pense, la phobie de n'importe quelle personne qui se lance sur YouTube, c'est de se dire un jour, ils vont se retourner contre moi et du jour au lendemain, je vais me réveiller. Et moi, quand j'entends, je pense que, oh là là, un jour, un gros YouTuber va faire une vidéo pour me tacler et le lendemain, mes commentaires vont être en feu. Ça m'arrive de temps en temps à petite échelle, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette idée, c'est un peu la peur ultime, quoi, qui s'est produite pour Antoine BM. Parce que, et j'ai été revoir, la vidéo de Aude What the Fake, qui est de loin la vidéo la plus vue chez Aude What the Fake, a fait 900 000 vues. Je sais pas si Antoine a déjà fait une vidéo qui dépasse les 900 000 vues, mais ça fait beaucoup de monde qui vont tout d'un coup avoir leur première présentation de vous qui est extrêmement négative. À l'origine, une youtubeuse qui s'appelait Aude What the Fake et qui avait fait une vidéo d'enquête pour trouver l'auteur de la chaîne YouTube Lama Fâché. La vidéo se concluait en disant que c'était probablement moi avec ma photo, mon nom et le lien de ma chaîne YouTube. Alors le contexte qui est intéressant là-dessus, c'est toute la chasse aux sorcières autour de qui est derrière la chaîne Lama Fâché. Donc la chaîne Lama Fâché, c'est une chaîne qui fait beaucoup de vues, probablement beaucoup d'argent en pub YouTube, mais qui fait un petit peu du contenu qu'on pourrait qualifier comme du contenu de merde en fait. Et une personne comme Aude What the Fake va vous dire « Ok, la chaîne Lama Fâché, ça fait de la désinformation, c'est dangereux pour nos enfants. » Et en fait, les exemples qu'il vous donne, c'est 3 raisons pour lesquelles les aliens existent ou 5 preuves qui montrent qu'il y a eu des géants qui ont vécu sur la Terre avant les hommes. Bref, c'est du grand n'importe quoi, mais j'ai pas l'impression que ce soit des informations qui vont vraiment radicaliser la jeunesse. C'est un peu du contenu nul, comme les enfants en regardent beaucoup. Le problème chez Lama Fâché, c'est que c'est du contenu nul qui gagne beaucoup d'argent. En plus, on ne sait pas qui est derrière, ça gêne les gens. Chasse aux sorcières, il faut trouver qui c'est et les traîner sur la voie publique pour que la populace puisse leur jeter des pierres et des tomates pourries. Comment se construit une fausse rumeur? C'est les questions que m'ont posées il y a quelques jours Victor Ferry quand il m'a interviewé dans son live. Je suis revenu pour lui sur cette affaire et il m'a autorisé à reprendre des images de ce live pour vous les montrer aujourd'hui. Donc je me suis rendu compte en cliquant sur la vidéo que c'était une vidéo de Antoine qui reposte une interview qu'il a fait avec Victor Ferry. Donc c'est moi qui réagis à Antoine qui répond à Victor Ferry. Ça fait beaucoup de couches d'intervenants et de commentaires, mais on va supposer que c'est OK. Antoine a été pris pour cible d'une vidéo YouTube, d'une youtubeuse dont on n'entend plus tellement parler d'ailleurs. C'est pas juste qu'on n'entend plus parler d'elle en fait, c'est que elle a été détruite en fait. Si on regarde sur Social Blade, encore aujourd'hui, elle perd des abonnés tous les mois. Donc le mois dernier, elle a perdu 100 abonnés. Donc ça, on ne voit jamais. Une chaîne YouTube qui meurt, stagne, elle gagne plus d'abonnés. Mais là, littéralement, elle perd des abonnés. Vous voyez ici, c'est les vues qu'elle a. Donc là, on était pile poil quand elle a fait sa vidéo. Elle faisait 1,6 million de vues. Et d'un coup, ça s'aplatit. Et les abonnés, elle gagne 42 000 abonnés grâce à la vidéo sur Antoine. Grosse vidéo pour elle. Et le mois suivant, elle perd des abonnés, 405, et tous les mois après, elle va quasiment perdre des abonnés, jusqu'à aujourd'hui, 3 ans plus tard, elle en vit encore les conséquences, parce que je vois pas d'autre raison qu'une chaîne continuerait à perdre des abonnés, une chaîne qui est abandonnée, généralement stagne plus ou moins, elle perd activement des abonnés, qui je suppose tombe sur une des vidéos de débunkage sur cette affaire. Elle s'appelait Aude What the Fake, qui a fait un documentaire à charge, dans lequel elle prétendait que Antoine avait une double vie. Donc la question de la double vie, moi en tant que personne qui était à l'intérieur de cette affaire et qui connaissait bien Antoine, c'est le truc qui m'avait le plus marqué. C'est-à-dire que de toutes les personnes que je connais, la personne qui a le moins de chance d'être derrière la chaîne Lama Fâché secrètement, c'est bien Antoine BM. Un gars qui proclame absolument partout, y compris d'ailleurs dans cette interview avec Victor Ferry, qu'il ne veut pas avoir beaucoup d'équipes, il ne veut pas avoir trop de complexité, il veut faire le business le plus simple possible, avec le plus de liberté possible, et faire ce qui l'intéresse. Moi, je connais beaucoup de gens qui seraient très contents de faire la chaîne Lama Fâché et de gagner plein d'argent et qui n'auraient aucun problème avec ça, mais pas Antoine BM. C'est pas un mec qui monte une espèce de grosse équipe pour faire un projet qui l'intéresse pas et qui a un truc totalement secret, ça n'a aucun sens. C'est un gars qui a toujours été très transparent, qui parlait de ses projets. S'il avait créé une chaîne du type Lama Fâché, il en parlerait tout le temps pour promouvoir ses produits. Ça semble assez évident. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cet épisode et comment tu l'as géré?
Ouais, alors le contexte était un peu spécial parce que j'étais à ce moment-là, j'avais acheté un van pour voyager, un van de camping et j'étais tout seul dans mon van, dans le désert, espagnol, donc vraiment au milieu de nulle part et la nuit tombe, donc je gare mon van en haut d'une falaise, il y a une vue qui est magnifique, mais tu vois, tu es jamais hyper tranquille quand tu es tout seul dans ton van, isolé, que la nuit Mmh. tombe et tout. Tu as besoin plus de réconfort que de stress et donc je me mets, devant YouTube en me disant: «Bon, bah, je vais me prendre un petit peu de réconfort sur YouTube» et là, je vois que, j'ai plein de commentaires de gens qui m'insultent, qui disent: «Ouais, on va te trouver, machin, on s'est quitté, machin». Je fais: «Quoi?» Tu vois? Et en fait, évidemment, très vite, je remonte sur cette vidéo. Ça, c'est un élément de l'histoire qui m'avait super touché à l'époque, c'était le contexte de la vidéo de réponse à chaud de Antoine, où tu sens qu'il est totalement là dans son van, il était dans un autre délire, il était parti faire son truc et tout d'un coup, les gens viennent le chercher, ils viennent le traîner pour aller répondre au truc sur le coup. Ce qui est bien parce que il faut avoir quand même la présence d'esprit de répondre directement, de pas se dire tiens je vais attendre quelques jours. Le fait qu'il ait pu répondre très rapidement du tac au tac, à jouer quand même assez rapidement sur le fait de complexifier l'histoire. Parce que sur YouTube, les gens supposent que si vous répondez pas, c'est que vous êtes coupable. Et souvent, je me souviens à l'époque, on avait dit pourquoi tu ne fais pas un procès si tu as raison, comme si un procès allait tout résoudre. Évidemment, dans ce cas-là, un procès ne sert à rien du tout, à part potentiellement à faire retirer la vidéo, mais la vidéo était re-uploadée autre part, et il valait mieux démonter la vidéo sur ses mérites dans une vidéo rapide, plutôt que de faire un procès qui aboutira dans 9 mois, quand tout le monde n'en aura plus rien à foutre, il y a peu de chances que tu tires beaucoup d'argent d'un journaliste qui a dit quelque chose de toi, donc tu gagneras d'avoir retiré la vidéo. Super. Mais pourtant, les gens vont vous reprocher de ne pas faire un procès à quelqu'un. Elle demande au balayeur, si elle sait, qui je suis, machin, avec son bonnet péruvien. Enfin bref, ça ressemble à rien et je vois ça et je me dis: «Merde, putain, je m'attendais un jour à me faire attaquer pour ce que je fais, pour le fait que je sois un Mhm. formateur en ligne qui vend des formations en marketing», ce qui est très contesté par beaucoup de gens et je me fais attaquer pour ce que je fais pas. C'est vrai que c'est une situation intéressante dans laquelle se retrouver, où en fait vous faites attaquer pour quelque chose que vous n'avez pas du tout fait. Évidemment, c'est probablement plus facile dans ce cas-là de répondre, de démontrer des éléments factuels, mais en un sens, on vous demande d'apporter des preuves que vous n'êtes pas le lama fâché, ce qui, si vous n'avez aucun lien avec le lama fâché, en fait, vous ne pouvez pas donner de preuves, en fait. L'ensemble de l'accusation, elle passe à côté de la plaque, et dans quelle mesure est-ce qu'on peut prouver une absence? Eh bien, même s'il nous montre tout ce qu'il fait dans son entreprise, etc., on ne peut pas savoir si derrière, il n'y a pas une petite porte secrète dans son bureau ou sous le placard, il écrit ces vidéos lama fâché. Donc c'est impossible de prouver une absence. C'est-à-dire être une grosse chaîne YouTube, qui fait des vidéos bas de gamme, voilà. Et du coup, je ne m'attendais pas. Donc au départ, j'ai été déstabilisé, évidemment. J'étais pas bien du tout parce que j'étais là, perdu dans mon désert, dans mon van, avec ce sentiment d'être menacé par la terre entière. Il y a toujours ce sentiment un peu de sidération, vraiment de stress, qui je pense est hyper instinctif. Tu vois, que Mhm. l'être humain n'a pas. Quand tu es dans un être humain, tu vis dans une tribu à l'époque préhistorique et que d'un coup tu te reçois des menaces de mort par tous les gens de la tribu, c'est généralement pas bon signe. C'est pour ça d'ailleurs que si on regarde mes dernières vidéos, comme Kim Kardashian ou Conor McGregor, ou même une personnalité comme Elon Musk, je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu un énorme avantage compétitif d'être immunisé à ce que les gens pensent de vous. Donc ces gens-là partent du principe que quoi vous fassiez, il y a une grande partie de la population qui va vous détester. Par exemple, Bill Gates, qui est aujourd'hui un des plus grands philanthropes de l'humanité, est une personne qui est largement détestée, qui est accusée de tout un tas de complots, etc., alors qu'il n'a rien demandé. Donc quoi vous fassiez, même si vous dédiez votre vie à guérir la malaria, vous allez être attaqué. C'est pas quelque chose qui est dans votre contrôle. Et donc les gens qui disent, moi, c'est pas important, et je vais même provoquer ces gens et les utiliser parce que tout ce qu'ils disent de moi, de toute manière, n'a aucune prise sur quoi que ce soit, ces gens-là ont un énorme avantage. Donc tu as ce truc-là, tu es un peu pris à la gorge, il y a ton instinct de survie là qui se réveille. Et je me dis, en même temps, j'ai cette colère qui monte en moi. Parce que je me dis, putain, c'est pas moi, quoi, tu vois, j'avais pas prévu de me faire attaquer pour quelque chose que j'ai pas fait. Et donc, le fait que j'étais parfaitement légitime dans l'histoire, puisque moi, je savais que tout ce qu'elle m'accusait de faire, c'était absolument faux, bah, j'avais un peu cette avance morale. J'avais pas besoin de trouver comment me défendre et j'étais pas attaqué, je me sentais pas personnellement attaqué parce que je savais que c'était une erreur. Et donc, rapidement, en fait, j'ai fait une vidéo réponse dans mon van, hein, on peut toujours la voir sur ma chaîne YouTube. Je suis à l'intérieur de mon van en pleine nuit. Et j'ai fait cette vidéo réponse très rapidement avec quelques points que j'ai notés sur un papier. Donc là, c'est un petit détail où il faut quand même avoir des cojones, c'est-à-dire faire la vidéo avec des points qui sont notés sur un papier. Donc pour faire cette vidéo que je vous fais, j'ai effectivement noté des points sur un papier, sur le lama fâché, sur les différents éléments de l'affaire sur lesquels j'ai envie de revenir, mais évidemment, l'enjeu n'est pas le même. Je pense que si j'avais été attaqué de cette manière par quelqu'un, j'aurais fait un script, relu 4 fois, etc. Ce qui est essentiellement ce que j'ai fait dans le cas de ma vidéo sur cette affaire.
que j'ai écrit, il me semble, enfin que j'ai écrit et tourné en 24 heures. Et ensuite, je me souviens plus, il y avait peut-être eu 48 heures de montage. Mais ça avait été assez rapide de l'écrire, mais ça avait quand même été écrit. Et là, pour vraiment l'improviser, bon après évidemment, il a le montage pour se rattraper, mais au montage, si vous avez une phrase que vous avez mal tournée, vous avez utilisé le mauvais mot, et donc du coup, vous pourrez vous attaquer sur cette phrase, et ben, allez la changer. Il faut retourner votre truc, vous n'avez pas la même lumière, vous n'avez pas le même cadre, vous êtes plus ou moins coincé avec ce que vous avez dit en live. Ce qui, quand vous êtes sur un enjeu où chaque petit mot pourrait être utilisé contre vous, peut être problématique. Dans beaucoup de mes vidéos, je dis comment est-ce que si les personnes prennent ma phrase hors contexte, je peux faire passer pour quelque chose que je ne suis pas. Plus vous improvisez évidemment, plus vous avez le risque de dire la phrase qui, quand elle va être prise hors contexte, passera mal. En fait, je me suis surtout, au lieu d'essayer de me défendre et de dire non, c'est pas moi, j'ai surtout essayé de m'attaquer à la crédibilité de cette youtubeuse en disant regardez, c'est absurde, elle va à mon siège social, évidemment que j'y suis pas, c'est une boîte aux lettres. Elle sait même pas ce que c'est qu'un siège social, donc c'était quand même un problème. Et donc je fais cette vidéo. Et en fait, très vite, ça s'est plutôt arrangé. Et c'était assez drôle parce que tu avais des gens sur la vidéo de What the Fake en commentaire qui disaient ouais, c'est sûr, c'est lui, machin, on va lui péter les jambes, tu vois. Et 5 minutes plus tard, je poste ma vidéo. Je voyais les mêmes mecs dans mes commentaires qui disaient ouais, cette youtubeuse, c'est une menteuse, de toute façon, on a toujours cru en toi et tout. Et j'avais vraiment le sentiment, tu sais, d'être dans les Simpsons avec cette foule en colère, avec ses torches et ses fourches. C'est le dernier qui a parlé qui a raison, tu vois. Ouais. Ça, c'est vraiment drôle comme observation et c'est vrai dans beaucoup de cas. Ce qui probablement veut dire que ça vaut souvent le coup de rentrer dans le drama et de donner un petit peu des coups de poing par-ci par-là pour vous défendre, même quand vous aurez préféré ne pas le faire. Ouais, Et tout j'ai à un peu fait. eu le sentiment que la foule était assez manipulable et que le dernier qui a parlé et qui a été un peu persuasif peut se la mettre dans sa poche. Donc c'était intéressant d'observer. Ceci étant dit, Aude What the Fake n'a jamais été capable de rebondir sur aucun moyen sur cette affaire. Elle a été totalement pliée. Elle en a plus ou moins parlé à mots couverts sans jamais admettre son erreur ensuite, mais le mot final a été fait essentiellement par Antoine BM. Après, j'ai fait une vidéo et après, Sylvain a cloué le truc et a enterré le cercueil et a envoyé le truc à l'abattoir. Observer ça. Et très vite aussi, j'ai reçu énormément de soutien de gens que je connais, de collègues, d'entrepreneurs, etc. Et ensuite, il y a d'autres gens qui ont fait des vidéos, dont Stan Leloup qui a fait une incroyable vidéo pour vraiment démonter son enquête. Donc cette vidéo, j'en garde un grand souvenir parce que c'était un moment quand même assez important dans l'histoire de la chaîne. Et ce qui est drôle, c'est qu'à l'origine, j'avais pas envie de la faire, puisque à l'origine, on m'avait dit, tiens, il se passe un truc avec Antoine, il a été accusé de quelque chose. J'ai fait, ah, pauvre Antoine, il n'y a pas grand chose que je puisse faire, mais voilà, je le soutiens moralement, quoi. Et en fait, j'avais pas été voir la vidéo d'origine de What the Fake, mais l'idée me trottait dans la tête, putain, qu'est-ce qui se passe, Antoine, pourquoi est-ce que ça tombe sur lui, c'est pas de chance, etc. Et donc, du coup, j'ai été voir la vidéo, et là, tout d'un coup, ma propre vidéo, elle s'est écrite toute seule dans ma tête, quoi. C'était le moment, ok, bah, déclic, le truc qui s'écrit, je vais passer une journée et je vais mettre ça sur le papier. Mais grosso modo, tous les grosses ficelles, elles étaient tellement visibles que finalement, c'était une vidéo toute cuite, marketing maniaque. Donc, c'est les anges qui sont descendus du ciel et qui m'ont dicté la vidéo, j'avais plus qu'à écrire et puis après à la tourner. Et enfin, pour mettre un dernier clou dans le cercueil de cette rumeur, un gars qui s'appelle Sylvain qui a fait une autre vidéo dans laquelle il a réussi à trouver qui était vraiment derrière ça, en ayant la décence de ne pas donner son nom et son visage, mais qui a fait une vraie enquête sur Internet pour essayer de trouver qui c'était. Et en fait, donc la vidéo de Sylvain, c'est un énorme paramètre dans cette affaire, parce que la vidéo de Aude What the Fake, elle sort le 5 mai 2019, soit exactement il y a 3 ans, le jour où j'enregistre cette vidéo, elle fait 900 000 vues. Ma vidéo sur l'affaire sort 9 jours plus tard et fait 500 000 vues. Et la vidéo de Sylvain sort bien plus tard, un mois et demi plus tard, mais elle va faire 3,5 millions de vues. Et la vidéo de Sylvain était importante pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'il a prouvé de manière évidente que Antoine n'avait rien à voir avec la chaîne Lama Fâché. Et deuxièmement, parce qu'il nous a montré ce qu'était une vraie enquête. Il nous a montré que Aude What the Fake n'avait absolument pas fait son travail de journaliste, et lui utilise des méthodes assez avancées pour observer les numéros de téléphone qui sont utilisés sur tel ou tel compte Facebook, et recouper les éléments, et trouver les identités des gens, et trouver leur compte Instagram, là où Aude What the Fake se reposait sur une coïncidence au niveau du nom de domaine d'un des blogs d'Antoine, et sur des appels anonymes. Est-ce que tu as hésité? Tu sais, est-ce que tu as eu ce moment où tu t'es dit si je réponds, je vais ajouter je vais ajouter du buzz au buzz et ça va durer encore plus longtemps? Ou est-ce que tu t'es dit mais non, mais c'est j'ai raison, je réponds? Je sais que c'est une question qui triture pas mal Victor Ferry parce que lui-même fait ce qu'il appelle des dramas constructifs sur sa chaîne YouTube secondaire, donc il rentre dans des dramas avec des espèces de streamers. Dans ce cas-là, c'est assez évident pour Antoine qu'il fallait répondre, puisque si quelqu'un dit des choses qui sont fausses sur toi et que tu ne réponds pas, les gens supposent que tu
approuve ce qui est en train d'être dit. Dans ces situations, il était plus ou moins forcé de répondre. Dans d'autres cas, c'est plus douteux parce que si vous vous créez une réputation où à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose sur vous, vous vous sentez obligé de répondre et de répliquer, et ben du coup, les gens ont un levier automatique qui dit générer du trafic et générer de l'attention. Donc ça peut valoir le coup d'avoir une politique où vous ne répondez qu'à des attaques qui viennent de personnes qui sont plus grosses que vous ou de vidéos qui ont fait vraiment énormément de vues. Dans ce cas-là, c'était une vidéo qui avait fait énormément de vues de toute manière, donc il fallait répondre. C'est pas lui qui a créé de la viralité sur cette vidéo. Non, parce que c'était le moment de répondre, tu vois? C'était le moment où les mecs où tout le monde m'attaquait et je me suis dit: «Ils vont passer à autre chose si je réponds pas tout de suite. Ils vont oublier ce truc-là». Je me suis dit: «Là, je suis pris dans un YouTube drama, dans le YouTube drama du moment». Genre tous les gros youtubeurs ont entendu parler de ça, c'est marrant d'ailleurs, c'est quand je vais à des soirées youtubeurs et tout, ils me connaissent de ça. Donc je me suis dit: «C'est le gros YouTube drama du moment, il y a un momentum autour de ça, je vais utiliser ce momentum pour retourner la crêpe». Voilà. Et donc j'ai pas beaucoup hésité. De toute façon, j'étais dans cette phase de stress, de colère. Il fallait que je me sorte de cette phase-là et j'avais pas envie de rester tout seul dans mon van comme un con à attendre de me faire insulter. Donc il y avait ce truc-là d'urgence, de me dire: «Je me dépêche». Moi, je travaille plutôt bien dans l'urgence et donc je me suis dit: «Il y a moyen que je fasse un truc potable. Là, je suis chaud, là». Tu sais, c'est bien de la colère, c'est une émotion qui est puissante, hein. Elle peut détruire, mais elle peut aussi construire. C'est pas évident d'utiliser ce type d'émotion et parfois si on est prudent sur YouTube, on scripte beaucoup plus. Mais c'est clair que dans ce cas-là, c'était la bonne décision et il fallait riposter rapidement. Alors finalement, quel est le bilan de cette histoire? Mon ressenti est à peu près aussi négatif qu'il puisse être quand votre camp a eu une victoire absolue dans un YouTube drama. C'est-à-dire que je me dis, c'est quand même dur que la chaîne de What the Fake ait été essentiellement atomisée. Et en un sens, même si je sais que la vidéo qu'elle a faite était totalement inacceptable et je l'ai moi-même expliqué dans une vidéo à des centaines de milliers de personnes, eh bien, j'ai une empathie pour elle et ce qu'elle a dû vivre qui doit être encore beaucoup plus dur finalement que ce qu'a vécu Antoine, puisque ce qu'a vécu Antoine, c'était une fausse accusation. Elle, c'était une accusation légitime qui essentiellement a décrédibilisé pour toujours la mission de sa chaîne qui était de débunker des fausses informations. Il reste que pour moi, très personnellement, c'était une époque assez spéciale sur YouTube parce que c'est l'époque où j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé mon format. C'était début 2019 et on a enchaîné coup sur coup des vidéos qui avaient cartonné. Monter un business en ligne en partant de zéro qui a aujourd'hui plus de 500 000 vues sur une vidéo qui dure quasiment 1 heure. On a fait Gillette, Fortnite, Squeezie vs Thibaut InShape, PewDiePie, PNL, cette vidéo. Et après, j'avais fait quelques autres vidéos sur 2019, mais surtout, j'avais pris une pause sur le reste de l'année pour écrire mon livre. Et la chaîne n'est vraiment revenue qu'avec cette vidéo sur le Covid qui arrivait 1 an après. Le résumé donc, c'est que si vous êtes youtubeur et que quelqu'un vous attaque, vous allez peut-être être forcé de répondre, mais vous n'allez pas forcément passer un super moment dans l'affaire. Potentiellement, 3 ans après, vous en aurez un souvenir un peu plus nostalgique. Si vous avez aimé cette vidéo, c'est peut-être que vous êtes un vieux de la vieille qui me suit depuis 2019 ou en tout cas quelqu'un qui apprécie le côté derrière des coulisses. Je fais de temps en temps ce genre de vidéos derrière des coulisses sur la chaîne Daily, donc abonnez-vous. Mais surtout, abonnez-vous à la newsletter, le mix du lundi, qui est envoyé environ un lundi sur 2 et où je donne les informations sur le derrière des coulisses du milieu du business en ligne pour ceux qui veulent vraiment comprendre comment est-ce qu'on fabrique cette saucisse-là. Ça ne va pas, ma conscience professionnelle ne me laisse pas faire mon appel à l'action sur le mot saucisse. La newsletter pour ceux qui veulent comprendre les petits secrets cachés qu'on s'échange entre webmarketeurs. C'est mieux. Lien dans la description, je vous dis à la prochaine.